Jean Sévilla, bonjour. Bonjour. On n'a plus besoin de vous présenter, mais vous êtes donc historien et journaliste ici au Figaro. Et actuellement, donc, nous sommes à quelques jours du vote des Anglais sur la question du Brexit. Nous sommes à quelques semaines des élections autrichiennes. Et donc dans un contexte un petit peu tendu pour l'Europe en général. Et il se trouve qu'au cœur de tous ces mouvements, nous parlons facilement de populisme en Europe dans plusieurs démocraties. Pour éviter justement de trop mélanger, pour avoir une idée plus claire de la question, est-ce que vous pourriez nous donner, selon vous, comment se définit le populisme ? Alors, je suis un peu embarrassé pour vous répondre parce qu'il n'y a pas de définition objective du populisme. D'abord, personne ne se réclame de ce terme. Au fond, c'est une étiquette que d'autres collent sur des mouvements, des associations, des courants d'idées, mais personne ne dit que je suis populiste. Ou alors, ceux que l'on qualifie de populistes disent que nous sommes les représentants de la démocratie, de la vraie démocratie. Donc c'est un terme qui est polysémique et qui est controversé, qui est matière à un débat infini. Alors qu'est-ce que le populisme ? Au sens le plus large et le plus commun, il est évident que les démocraties occidentales, depuis une vingtaine d'années, européennes, ont vu se développer des courants d'idées qui se sont manifestés hors des grands partis classiques qui faisaient fonctionner ces démocraties. Qui donc sont en général en cours très commun d'être des partis, des courants d'idées, des associations, des mouvements qui sont en réaction à l'égard de tout ce qu'on peut rappeler la mondialisation, aussi bien sous sa face européenne stricte, au sens de la construction européenne, que des flux migratoires, que des flux financiers qui traversent le monde. Donc ces courants sont en général, aspirent, expriment une pensée qui est celle qu'on prête à une partie de la population, d'une recherche de la sécurité, d'une recherche de garantie de l'État, de défense de la société face à des mouvements qui traversent le globe et qui sont perçus comme menaçants pour des équilibres sociaux et nationaux qui sont très anciens. Oui, alors souvent en fait, par exemple en Autriche ou en Espagne, le populisme, ou ce qu'on qualifie de populisme, en effet, vient mettre en difficulté le bipartisme. Mais est-ce que c'est pas un symptôme qu'on retrouve dans beaucoup de pays en Europe aujourd'hui, cette contestation du bipartisme traditionnel ? C'est tout à fait schématiquement, depuis la libération, les démocraties européennes marchent avec une droite et une gauche, et ça date souvent du 19e siècle, de l'entre-deux-guerres. Ce sont des ancrages politiques très anciens. Et en effet, on trouve des forces politiques de la gauche qui contestent cette suprématie des partis de la gauche classique à la gauche, et puis à droite, d'autres partis qui sont nés qui contestent la suprématie de la droite classique. Donc ces partis viennent bousculer le jeu politique, et on passe souvent d'un bipartisme à un tripartisme de fait, ce qu'on voit en France actuellement avec, si on prend les dernières élections européennes, régionales, qui ont donné un score extrêmement important au Front National, où il y a pratiquement, au moins dans les résultats électoraux, une tripartition de fait du corps électoral français actuellement. Aux dernières élections autrichiennes, le parti de Norbert Hofer a été aux portes du pouvoir. C'est un parti dit d'extrême droite. Selon vous, est-ce que c'est un parti populiste ? D'abord, on peut contester l'étiquette d'extrême droite concernant ce parti. L'extrême droite, c'est un terme qui est un peu polémique aussi. Le FPÖ, Parti de la liberté autrichien, fait partie du paysage autrichien politique depuis longtemps. C'est un parti parfaitement légal. C'est un parti qui a voté. L'Autriche, c'est un pays qui a une législation anti-néonazisme, anti-négationnisme extrêmement rigoureuse. Ce parti a voté toutes ces lois. Donc on ne peut pas l'accuser, ou alors on entre dans des polémiques, où peut-être on va trouver à la marge, mais ce n'est pas un parti qui... Dire que c'est un parti néo-nazi, c'est une contre-vérité qui correspond, qui est contestée par les Autrichiens eux-mêmes, y compris par les Autrichiens, je dirais, de gauche.
Alors, populiste, oui, parce que c'est un parti qui fait facilement appel à une forme de démagogie. Mais enfin, c'est un parti qui fait partie du paysage, c'est différent, qui gouverne même certaines régions, qui gouverne même une région en coalition avec les socialistes autrichiens. Je veux dire. Donc, c'est aussi, si vous voulez faire une comparaison, c'est comme si en France, le Front National et le Parti Socialiste se partageaient une majorité pour gouverner la région. C'est impensable. Donc ça veut dire que l'analogie Norbert Hofer égale Le Pen, c'est pas exactement ça. C'est pas le même fonctionnement. Alors c'est un parti qui est ancien. On peut quand même le qualifier de populiste, puisqu'il a fait éclater la triétat. Enfin, il y a un bipartisme, les deux grands partis qui se gouvernaient. Depuis 70 ans, les deux grands partis autrichiens se partageaient les postes, le pouvoir, le gouvernement, dans des coalitions. Et donc, en effet, ce troisième parti a fait éclater ce bipartisme. Maintenant, il est sur une thématique anti-européenne, très contestation des élites. Donc, de ce point de vue-là, contestation évidemment, menace vis-à-vis de tout ce qui est les flux migratoires qui ont touché l'Autriche d'extrêmement près. Donc, de ce point de vue-là, il s'apparente en effet globalement son discours s'apparente à celui qui est celui de tous les partis qu'on qualifie de populistes en Europe. Contestation donc de la construction européenne, contestation de la liberté laissée aux flux migratoires, volonté de défense des catégories populaires par rapport au choc de la mondialisation. Ce sont des thèmes qui sont communs à l'ensemble des partis que l'on qualifie de populistes. Mais alors pourquoi, au moment d'être si près du pouvoir, y a-t-il une sorte de réaction de la population autrichienne pour empêcher que ce parti et son chef n'y accèdent ? D'abord, ça s'est joué à très peu, ça s'est joué à 60 000 voix sur un corps électoral de 4,5 millions de personnes. Ça s'est joué à très peu. Je pense qu'il y a tout un discours qui a joué, qui a fait peur. C'est le problème de tous les partis populistes. Ils sont soupçonnés, parfois à raison, on soupçonne leur capacité, leur légitimité à vraiment gouverner. On se demande s'ils peuvent... Ils se réclament de la démocratie, aucun de ces partis ne dit « nous sommes contre la démocratie », ils jouent le jeu de la démocratie, mais on se demande si, en fin de compte, ils font vraiment partie, du champ démocratique, s'ils ont la capacité de gouverner, s'ils ont la légitimité pour gouverner, je dirais, sans mettre le feu à la baraque, en quelque sorte. Il y a une sorte de crainte que suscite toujours cette partie. Et donc, c'est le problème du Front National. Est-il capable de gouverner on aime ou pas ce parti, mais je veux dire, c'est une des grandes questions. Et donc, ce problème de légitimité, de soupçon d'illégitimité même qui frappe les partis populistes, est sûrement ce qui a, au dernier moment, a bloqué, à 60 000 voix près, mais ce qui a bloqué la victoire de Norbert Hofer à la présidentielle autrichienne. Alors en Hongrie et en Pologne, est-ce que le gouvernement de Viktor Orban et puis le parti Droit et Justice en Pologne, est-ce que ce sont des mouvements populistes également, et comment est-ce qu'on peut les qualifier ? Moi, le parti droit et justice en Pologne, je ne le qualifierais pas populiste. Le problème, c'est qu'il y a tout un politiquement correct qui règne en France, dans l'ensemble des démocraties occidentales, et on tente à qualifier de populistes des gens qui ont des idées qui, il y a 20 ans encore, étaient celles de la droite classique, et il se trouve que la droite classique a souvent oublié ses propres fondamentaux, et si elle les abandonne à d'autres, eh bien c'est une droite moins classique qui s'en empare. Je n'ai rien vu, moi, dans le programme de Droit et Justice, le parti polonais, qui heurte les droits de l'homme, et qui heurte la conception générale qui est celle de la civilisation européenne. Donc la notion de populisme est encore une fois maniée avec prudence dans ce cas-là. Il a quand même été question de restreindre une certaine liberté de la presse. Enfin, voilà. C'est l'interprétation qui en est donnée ici. Il faudrait voir dans la réalité ce qui se passe en Pologne. Hein. Prudence, n'adhérons pas à tout ce qui se dit dans les journaux, enfin dans tous les journaux en tout cas, et pas forcément à la télévision et à la radio. Alors justement, pour revenir à ce que vous disiez de cette question du politiquement correct, est-ce que cette vague populiste en Europe n'est-elle pas le reflet du ras-le-bol de ce politiquement correct, peut-être un petit peu trop uniforme,
et qui est exprimé par les classes moyennes et les classes populaires européennes. À l'évidence, il y a une sorte de grand projet. Alors, je ne l'entends pas au sens complotiste, il n'y a pas des mécanismes secrets et un parti secret qui dirige tout ça, mais enfin, il y a quand même tout un discours global en Europe qui veut imposer un modèle d'Europe multiculturelle, multiethnique, où les identités nationales, les identités religieuses historiques de l'Europe seraient passées à la trappe. Or, il y a toute une partie de la population qui n'est pas d'accord, ils ne sont pas d'accord pour qu'on change leur modèle de société, ils ne sont pas d'accord pour qu'on change leur histoire, pour qu'on réécrive leur histoire. Et donc, en effet, il y a une révolte des populations qui n'acceptent pas ces changements qu'on veut imposer, qui sont des changements idéologiques en réalité. Alors ça passe souvent par une expression électorale qui se porte sur des partis qui ne sont pas tous forcément recommandables, dont la légitimité en effet est parfois discutable, mais c'est parce que derrière il y a une attente de la population qui n'a pas envie qui a envie de toujours se sentir chez elle, dans son pays, qui n'a pas envie qu'on lui change globalement son identité culturelle, historique, populaire. Donc, le Front National en France, par exemple, on peut dire que c'est un parti populiste, mais est-ce qu'on peut l'apparenter à un autre parti d'extrême droite populiste en Europe, ou est-ce que de toute façon il est à part? De toute façon, moi je me méfie des étiquettes englobantes. Chaque parti est toujours l'expression d'une histoire, et les histoires elles sont toujours nationales. Alors, il y a l'histoire de l'Europe bien entendu, mais à l'intérieur de l'Europe les nations existent et chaque parti dit populiste en Europe est le fruit d'une histoire politique, et c'est une histoire politique nationale. Donc l'histoire du Front National n'est pas exactement comparable, même si le Front National au Parlement européen, pour des raisons tactiques, a fait alliance avec d'autres partis indépendants, nouveaux sur les scènes politiques nationales de ces pays, a fait alliance pour des raisons, parce que pour avoir un groupe, il faut se réunir, avoir un certain nombre de députés. Enfin, on ne peut pas exactement comparer, chaque phénomène et à sa spécificité nationale. Alors, si on traverse l'Atlantique, que pensez-vous de l'avènement de Trump comme candidat républicain? Est-ce que vous pensez que c'est un triomphe populiste américain? Écoutez, je ne suis pas américain, et si je l'étais, je ne suis pas certain que je voterais pour Donald Trump. Mais enfin, je veux dire, voir cet homme, il y a une certaine forme de diabolisation qui lui est imposée par le système médiatique européen, notamment le système médiatique français, qui me paraît relever de l'idéologie plus que de l'analyse objective. Je veux dire, Trump, il joue le jeu des institutions américaines, c'est pas un personnage indépendant, il est candidat d'un parti, il a joué, enfin, le caucus, etc., il a joué le jeu, classiquement. Et donc, qu'on n'aime pas ce candidat, c'est une chose, mais enfin, il ne conteste pas le système américain. De ce point de vue-là, il s'ancre parfaitement dans un système qui est celui de la démocratie américaine depuis 2 siècles. Alors on peut se demander, s'interroger sur la capacité, s'il accédait au poste suprême des États-Unis, on peut s'interroger sur sa capacité en effet, à avoir une telle responsabilité, c'est une chose. Enfin, me qualifier de populiste me paraît, moi, hasardeux. Je veux dire, il n'est pas sorti, c'est un produit du système américain, d'une certaine manière. Voilà. Il en est aussi le reflet, c'est une facette. Simplement, comme il dit, il y a un discours assez direct et qui tranche avec les prudences ou les préjugés idéologiques du monde médiatique, notamment français. Ça lui vaut d'être systématiquement décrié. Je pense qu'il faut faire l'analyse précise et voir ce qui se passe, enquêter aux États-Unis pour voir la réalité, non pas juger les élections américaines uniquement d'après les éditorialistes français. Quelle personnalité politique française vous donneriez comme exemple d'homme politique populiste? Et si j'étais provocateur, je pourrais rappeler l'exemple du général de Gaulle, qui, en son temps et à sa manière, était un personnage qui a tranché sur la classe politique de son temps, qui a été un personnage très populaire, jusqu'au moment où les élections ne lui ont pas donné la victoire, mais enfin, il y a eu une sorte d'alliance entre le général de Gaulle et l'opinion française, qui a marché très longtemps. De Gaulle était haï par la gauche,
Les partis de droite, au départ, s'en méfiaient beaucoup aussi du personnage. C'est un personnage qui avait une vision de l'histoire qui était en rupture avec son temps et son époque. Et d'une certaine manière, on pourrait dire, mais De Gaulle, au fond, était un populiste. C'est un peu de la provocation, mais je pense qu'il y a une idée qui est juste, c'est-à-dire cette alliance, mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve d'une certaine manière, après tout, dans le bonapartisme. Au fond, est-ce que le populisme n'est pas une reprise, sous notre manière, historiquement parlant, sur la longue durée, de cette vision bonapartiste, qui a duré aussi, qu'on a eu aussi sous Napoléon III, qui a beaucoup joué sur le référendum, le plébiscite, comme on disait sous Napoléon III, cette alliance entre un souverain, un pouvoir fort, qui s'appuie sur l'opinion pour faire passer un certain nombre de mesures. Alors les mouvements populistes européens ou les mouvements un petit peu qui sortent du cadre du bipartisme, est-ce que c'est un signe de fatigue des démocraties occidentales ou c'est un signe de fatigue de l'Union européenne, selon vous? Les deux se rejoignent parce que l'Union européenne, dans sa structure actuelle, a été pensée mise en place par les partis au pouvoir dans les années 80, qui ont conçu l'Europe, qui est devenue l'Europe de Maastricht en 92. Et c'est donc un modèle qui a été conçu par des partis qui eux-mêmes exercent le pouvoir nationalement dans chaque pays depuis une trentaine, qui exerçaient à l'époque une trentaine d'années, aujourd'hui depuis 50 ou 60 ans. Il y a en effet, je pense, une usure du système et un tel décalage entre la conception du monde vue par les élites, les milieux dirigeants et ce que vivent les populations, qui est assez inquiétant, qui pose des questions d'équilibre de notre société, du point de vue de la paix civile, du point de vue du dialogue social, du point de vue de la transmission tout simplement de la vie quotidienne. Je pense que c'est un élément de préoccupation assez fort. Nos démocraties sont très anciennes et en même temps elles sont extrêmement fragiles et ce sont comme des vieilles tours. On a l'impression qu'il y a des moments où quand le vent souffle très fort, même les murs semblent vibrer. Merci beaucoup Jean Sévilla. Merci.